Bonjour, Cynthia Fleury, je suis professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Nous allons voir maintenant deux aventures qui entrent en résistance avec ce qui est dénoncé et analysé bien sûr par Foucault autour de la santé publique depuis le XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe, lorsqu'il évoque la biopolitique, le biopouvoir, le fait que la vie, nous dit Foucault, est devenue maintenant un objet de pouvoir, que la médecine est une technique de surveillance au service notamment de la productivité d'un pays. Donc cette approche typique de la santé publique du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe, ces deux aventures sont totalement critique de celle-ci. Je vous renvoie également à une autre vidéo, celle qui concerne les enseignements de la théorie critique de l'école de Francfort, d'Adorno à Axel Honneth, car là aussi, vous découvrirez une approche absolument clé pour résister à la réification des sociétés et des institutions modernes. On pense également à tout ce qui est dénoncé par Goffman dans Asile, texte de 61, autour de l'institution totale, celle qui pratique des techniques, dit-il, de mortification, des profanations de la personnalité pour modifier les certitudes du sujet à son encontre, qui montre comment les cérémonies d'admission sont des dispositifs de chosification, d'isolement, d'humiliation parfois. Revenons aux deux courants que nous allons développer ici plus spécifiquement, celui de la psychothérapie institutionnelle et celui de l'antipsychiatrie, deux approches qui résistent très fortement à cette dynamique de réification forte et qui interrogent la folie comme fait social total, comme objet de sociologie, qui passe au crible les rationalisations collectives des institutions que la société élabore pour s'en défendre. Ce sont deux approches critiques qui permettent d'élaborer des techniques et des stratégies psychodynamiques pour résister à l'emprise normative et totale des institutions. D'abord, la psychothérapie institutionnelle, elle est née d'un mouvement commun rassemblant bien sûr des psychiatres, des médecins, des résistants espagnols, que ce soit Tosquelles, psychiatre, réfugié espagnol par exemple, mais aussi des artistes, des surréalistes, Aragon, Bataille, Antonin Artaud, des comédiens, Jean-Louis Barrault, des grands écrivains, Blanchot, donc tout un ensemble d'acteurs qui vont tenter de penser ensemble et surtout de créer des lieux où va se mettre en place cette manière de penser le soin et de construire une gouvernance des équipes très différente. Elle se fait avec notamment un personnage clé, Jean Houry. Et Jean Houry appellera ça d'ailleurs, et cela fait écho au titre de l'un de ses ouvrages, les références culturelles qui ont nourri l'arrière-pays, Jean Houry appellera cela justement l'arrière-pays. Qu'est-ce que c'est que l'arrière-pays? Je cite Jean Houry, je dis souvent lorsqu'il s'agit de schizophrénie ou de psychothérapie que ce avec quoi on travaille, c'est avec son arrière-pays. Je parle tout le temps de l'arrière-pays, non pas dans le sens de ce qui serait derrière nous, le passé, mais ce qui est là et nous constitue. Alors, où commence cet arrière-pays? On ne sait pas vraiment. L'enfance des parents, la culture d'une société. On ne sait pas précisément, en fait, tout ce que ça recoupe. Comme dirait Blanchot, cela renvoie sans doute à toute la communauté des gens séparés. En tout cas, c'est fort de ce concept d'arrière-pays que Jean Houry va créer un groupe de travail en psychothérapie et en sociothérapie institutionnelle où, justement, il s'agira de faire travailler ensemble de manière un peu pataphysique nos imagos, tout ce qui nous constitue ces fameux arrière-pays. Ce groupe de travail est à la fois un lieu de déconstruction du système institutionnel comme un lieu de rencontre des différents inconscients des parties prenantes. Fort de ce concept d'arrière-pays, le groupe de travail en psychothérapie et sociothérapie institutionnelle est le dispositif qui permet, dit Jean Houry, de lutter contre la normopathie, à savoir tous ceux qui se revendiquent comme normaux, dessaisis de tout système dysfonctionnement, alors même qu'ils sont généralement très aliénés socialement et finalement assez dangereux. Dans ce groupe, chaque participant est tout autant invité à déconstruire les évidences sociales, à interroger les lignes de partage entre normalité et pathologie, mais aussi à transmettre tout élément jugé pertinent pour mieux comprendre la vie institutionnelle de l'établissement. L'enjeu, parler des patients très différemment, parler avec les patients d'ailleurs, et inclure dans le protocole soignant quantité d'acteurs qui ne sont pas exclusivement les soignants. Dans la psychothérapie institutionnelle, ce qui est important, nous dit Jean Houry, c'est de veiller à bien distinguer le rôle, le statut, la fonction, de ne pas considérer que ces trois choses s'assimilent. Par exemple, vous pouvez avoir dans une institution le statut d'un chef cuisinier. Vous pouvez avoir comme fonction le fait de cuisiner ou pas. Et en revanche, le rôle, nous dit Jean Houry, ce sera le patient qui viendra vous le donner. Autrement dit, on ouvre la possibilité du soin à tous ceux qui désirent pratiquer une alliance thérapeutique. La psychothérapie institutionnelle est une manière assez élaborée et en même temps
assez libre, assez plastique, de constituer cette communauté de soignants, de produire une fonction soignante en partage, et puis bien évidemment d'utiliser aussi les outils qui permettent à cette communauté de ne pas tomber malade, de mettre à nu les processus toxiques et pervers qu'elle peut parfois susciter. C'est ce que Jean Oury va appeler de façon très littéraire la Pitchoum-thérapie. Pitchoum, c'est quoi? C'est un personnage de Bertolt Brecht. C'est très intéressant de voir ici comment Oury va chercher un personnage pour expliquer, pour figurer justement l'infinie possibilité de soigner et de se soigner. Un point important et qui va être partagé tant par Oury que par Tosquelles, que par quelqu'un comme Daumaison, l'individu et le social sont indissolublement liés. Autrement dit, le milieu éduque, il soigne ou, à l'inverse, il détériore. La maladie réside autant dans la personne que dans la collectivité et dans l'institution. Donc il ne sert à rien de soigner la personne si on ne soigne pas en même temps les groupes, la collectivité et l'institution. C'est ça la psychothérapie institutionnelle, c'est de comprendre comment tout est lié, s'encastre et produit une ambiance, un milieu, ce que Frankl, dès les années 1930, appelle une pathoplastie. La pathoplastie, c'est l'influence du milieu sur les sujets, de la disposition des lieux, des possibilités de circulation, de rencontres, de réunions, d'activités. Ça va des conceptions architecturales à la question des relations hiérarchiques, de la circulation de l'information, des statuts, des fonctions, des rôles. Il y a donc toute une kyrielle de déterminants qui va induire des symptômes. Et donc tout l'enjeu, encore une fois, c'est de produire l'institution qui prend soin de sa pathoplastie pour produire une fonction soignante en partage la plus effective possible. Voilà, très succinctement, quelques grands principes de la psychothérapie institutionnelle, toujours effective à l'heure actuelle, et notamment à la clinique Laborde, lieu emblématique de Jean Oury. L'autre grand courant dont je voulais vous parler commence vers les années 50 et c'est celui de l'antipsychiatrie. Sous l'influence du psychiatre américain Saz, né en 1920, qui proclame que la maladie mentale n'existe pas, mais participe d'un mythe et qu'aux inquisiteurs de l'Église auraient succédé les psychiatres, assurant l'enfermement des sujets indésirables pour le corps social, vous allez avoir, dans les années 60, différents psychiatres, David Cooper, Ronald Lang, Esterson, qui vont revendiquer ce terme d'antipsychiatrie pour justement poser une théorie psychiatrique consistant à rappeler à quel point la folie est toujours insérée dans un jeu social, familial, culturel. C'est d'ailleurs le terme qu'utilise Ronald Lang. Il parle de nœuds, de nexus, et en dehors de ces nœuds, il est impossible d'étudier correctement la folie. Dès lors, ils vont essayer de bâtir des institutions où il est possible d'accueillir ce que la société nomme folie. Ce trio d'antipsychiatres va fonder en 1965 la Philadelphia Association qui promeut des lieux d'accueil dans la lignée justement du pavillon 21 qui avait été supervisé par Cooper et puis il va y avoir différentes maisons ouvertes, la plus célèbre est Kingsley Hall qui est en banlieue londonienne et qui va perdurer jusque dans les années 70. Les usages psychiatriques habituels ne faisant selon lui qu'aggraver les symptômes psychotiques, Lang et bien sûr Esterson et Cooper vont recommander différents outils pour accompagner les patients. L'un d'entre eux s'appelle la métanoïa, ou transformation psychique et spirituelle, qui est une technique qui vise la résolution spontanée du symptôme. Il faut bien comprendre, encore une fois, que l'antipsychiatrie est un courant extrêmement controversé qui d'ailleurs donnera lieu souvent à des dangers, à la mise en danger malgré tout des patients et des soignants, mais qui est tout à fait pertinent pour s'en inspirer, pour remettre en cause, on va dire, tous les processus de réification qui se logent de façon plus ou moins larvée dans nos institutions. Une dernière référence encore, qui est très importante pour comprendre l'antipsychiatrie, Mary Barnes, c'est une ancienne infirmière devenue artiste qui a été une figure centrale de l'antipsychiatrie et qui a écrit un ouvrage dans les années 70 avec son psychiatre, Voyage à travers la folie, qui est son journal d'internement, elle qui a été schizophrène et qui justement est le cas princeps magnifique de rémission, de rétablissement par les méthodes de l'antipsychiatrie et donc elle a essayé de raconter comment justement elle s'était sortie de sa schizophrénie en activant cette métanoïa. Elle a séjourné pendant 5 ans à Kingsley Hall et son livre décrit comment cette communauté antipsychiatrique très expérimentale vivait ensemble et pensait autrement le soin.